Yo, le 11 juin, je suis partie faire le GR20 avec Nathan en semi-autonomie. C'est-à-dire qu'on portait notre tente, notre réchaud, gaz, etc. Mais on mangeait la plupart du temps dans les refuges, enfin en tout cas ce qu'on achetait dans les refuges. Et avec pas mal de gens qu'on a rencontrés sur GR, on était tous d'accord pour dire que tant qu'on n'a jamais fait le GR20, on s'imagine pas trop, ou en tout cas pas assez ce que ça représente vraiment en termes de difficulté, en termes de terrain, et ce que ça peut donner sur la durée. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer que le GR20, c'est pas seulement de beaux paysages et qu'on a besoin d'être au minimum soit habitué à de la haute montagne, en tout cas à la technicité des terrains de montagne, soit alors bien préparé physiquement. Et dans l'idéal, c'est d'avoir les deux, d'être habitué à la montagne et du coup d'être bien préparé physiquement. Pour ma part, le plus dur, ça a été surtout le côté mental, parce qu'il va être concentré longtemps et que certains passages me faisaient plutôt peur. Mais je pense vraiment que sans la difficulté de cette expérience, ça ferait pas du GR20 ma plus belle expérience. Du coup, pour poser les bases, le GR20 c'est réputé pour être le GR le plus dur d'Europe. Moi, je pourrais pas confirmer ou réfuter cette info parce que j'ai pas fait d'autres GR, j'ai même pas fait d'autres trek longs. J'avais jamais été sur des terrains aussi techniques que par exemple sur la partie nord du GR20 ou même sur une ou deux étapes, enfin une ou deux parcelles de la partie sud du GR. Mais en gros, le GR20 c'est la traversée de la Corse. On part de Calenzana, près de Calvi, et on arrive à Conca. Le GR20 il est divisé en deux parties. La partie nord, qui est réputée pour être la plus technique, soi-disant la plus difficile. Et je pense que je peux confirmer sur le fait que mentalement, c'était la partie la plus difficile et peut-être même physiquement aussi. Et la partie sud, qui elle, c'est la partie dans laquelle on va s'enquiller un peu plus de kilomètres, mais ça va être des terrains un peu plus roulants, beaucoup moins dangereux. Mais franchement, les beaux paysages, ils ont quand même pas manqué. Enfin, en tout cas, moi j'ai quand même kiffé la partie sud. Il y avait plein de gens qui disaient la partie sud, elle est pas incroyable, on kiffe pas de ouf. Enfin, on kiffe pas autant que sur la partie nord. Et moi, franchement, je trouve que j'ai pris beaucoup de plaisir sur la partie sud aussi. Euh, et puis les paysages étaient quand même assez grandioses. C'était juste souvent moins alpin que la partie nord et souvent moins caouteux aussi. Donc ça permettait en fait d'avoir des paysages assez variés tout le long du GR. Donc ces deux parties du GR, elles se divisent à Vitzavon, donc à peu près la moitié du GR. Donc si vous le faites en 16 jours, euh, vous devriez arriver à Vitzavon à la fin du jour 9, il me semble. Du coup, côté préparation physique, à la base, moi je m'entraînais pour du triathlon, donc j'étais à 6 entraînements par semaine en moyenne, parfois c'était un peu plus. C'était rarement moins de 5 fois par semaine, donc je savais que j'étais capable d'enquiller sur plusieurs jours l'effort physique, donc de faire du sport avec la fatigue en fait de l'entraînement de la veille. Donc à ce niveau-là, je savais que niveau système cardiovasculaire et force dans le bas du corps, enfin force dans les moyens fessiers, force dans les quadris, force dans les mollets, je savais que c'était ok. Et je me suis rajouté en fait des séances de musculation spécifiques pour la randonnée, du coup du renforcement du tendon d'Achille, donc j'ai pas mal fait d'excentrique mollet, du renforcement du moyen fessier pour décharger les genoux. Donc il y a plein d'exos qui existent pour renforcer le moyen fessier et il est vachement sollicité déjà en randonnée et en plus ça permet du coup de limiter les blessures au niveau des genoux, renforcement du quadriceps, renforcement de l'ischio, ça c'est des choses que je faisais de toute façon déjà en course à pied, mais en fait j'ai plus axé sur ça dans les 6 mois avant le GR. Et aussi beaucoup de travail proprioception. Pour ce qui est de la randonnée, je suis partie à Fontainebleau faire le circuit, enfin faire des parcelles du circuit des 25 bosses, parce qu'en Ile-de-France malheureusement on n'a pas de montagne, donc on peut pas prétendre faire des randonnées en fait pour vraiment s'entraîner au Germain. Donc l'idée en fait c'était de porter le poids du sac ou au moins le sac à dos entre 5 et 10 kilos pour commencer à s'habituer à porter quelque chose sur le dos pour qu'au au niveau des trapèzes tu commences à t'habituer, au niveau de comment tu places ta ceinture, etc. Ça permettait aussi de voir s'il manquait du matos sur un week-end de trek et en plus ça permettait de mettre les pieds en fait dans la caillasse parce qu'à Fontainebleau on a la chance d'avoir quand même pas mal de caillasses sur des petites bosses et du coup ça permet de faire un peu de technique. Mais une randonnée sur le circuit des 25 bosses, ça correspond pas du tout à une étape sur le GR20. L'idée, c'était juste de se tester un peu, de tester notre matos, tester un peu comment on se sentait dans la caillasse. Et puis, bah voilà. Après, côté rando,
j'étais un petit peu habituée à la montagne dans les Pyrénées. Je faisais pas mal de randonnées avec mes parents depuis plus jeune. Puis j'en ai fait un petit peu dans les Alpes, etc. et en Italie. Mais néanmoins, c'était quand même pas du tout la technicité en fait du GR20. Donc aujourd'hui, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le GR20 au niveau prépa physique, c'est de faire du renforcement spécifique, renforcement en fait global du bas du corps, moyen fessier, mollet, quadriceps, ischio, même si les ischios c'est pas les plus sollicités en randonnée, bah, c'est bien en fait de pas avoir de pas avoir d'asymétrie et de créer de contraintes dans le corps. Et renforcement de la chaîne lombaire, ça j'en ai fait pas mal aussi. Donc au niveau renfo, c'est tout ça qu'il faut travailler. Après aussi c'est bien d'avoir un petit travail cardiovasculaire parce que dans les côtes le cardio il monte quand même pas mal. Donc voilà, si t'es pas habitué à courir ou à faire du vélo ou à faire des sports cardio, c'est pas mal de faire un peu travailler son système cardiovasculaire au moins une fois par semaine pour, euh, pour avoir le cardio en fait pour le GR. Mais après, si de toute façon tout le monde va à son rythme sur le GR20, donc si jamais tu veux pas t'entraîner énormément, moi je te conseille plutôt de t'axer sur le renforcement et d'essayer de te faire quelques randos quand même avant de partir sur le GR20 pour tester ton matos, pour tester tes tendons aussi, pour que tes tendons s'habituent à un peu la technicité, si tu peux un peu aller dans la caillasse. Et enfin, après avoir pas mal discuté avec des potes qu'on a rencontrés sur le GR, en fait, j'aurais jamais pensé dire ça, mais en fait, pour la partie nord, je pense que ça serait bien de faire un petit peu de bloc, donc d'aller dans une salle d'escalade et faire un petit peu de bloc juste pour s'habituer s'habituer un peu à escalader parce que bah, mine de rien il y a quand même pas mal de passages d'escalade sur le GR et c'est bien d'avoir des bases en fait en escalade sur des terrains comme ça. Moi j'avais la chance d'être super bien entourée donc il y avait plein de gens qui me donnaient des conseils sur où mettre mon pied, quelle prise prendre avec ma main et tout, enfin voilà. Donc j'avais beaucoup de chance sur ça parce que j'étais en galère en fait sur les passages techniques parce que j'étais pas du tout habituée à cette technicité du terrain. Moi j'étais plutôt dans la condition physique, dans la force en fait. J'étais plutôt forte dans les montées, mais quand ça escaladait, il n'y avait plus personne quoi. C'était vraiment. Heureusement, je pouvais compter sur l'aide un peu de tout le monde. D'ailleurs, sur le GR, tout le monde est là pour t'aider, donc c'est trop bien. Du coup, maintenant, parlons GR20. Du coup, le GR20, comme je le disais, c'est divisé en deux parties. La partie nord plutôt technique, très technique, et la partie sud avec des terrains un peu plus variés. Du coup, concernant la partie nord, ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'en fait, dès le début, donc dès la deuxième étape, parce que la première étape, t'as que 1200 t'as 1300 de D+, mais c'est quand même très roulant, donc t'as une descente en rappel et quelques petits passages techniques dans la caillasse, mais rien à voir avec ce qui t'attend après. Et en fait, je trouve que la deuxième étape, elle est très violente, parce que tu viens seulement d'arriver, enfin tu viens seulement de commencer, c'est-à-dire ça fait 24 heures que t'es là, et là d'un coup, c'est des passages d'escalade toute la rando, pas de sécurisation, donc pas du tout de cordes. En plus, nous, on s'est pris l'orage, donc ça a rajouté énormément en difficulté. En fait, la pluie, la grêle, ça rendait les cailloux encore plus glissants, donc nos chaussures adhéraient plus autant qu'avant, avant qu'il pleuve. C'était très vertigineux, donc sur tous les passages où t'escalades, en fait, bah, t'as le vide à gauche, t'as le vide à droite, on était totalement sur les crêtes. En fait, la partie nord, elle est complètement exposée. C'est-à-dire que t'es pas du tout... Enfin, en tout cas, sur l'étape où on s'est pris l'orage, et la plupart des étapes du nord, tu ne passes pas du tout en forêt, c'est très peu ombragé, et t'es souvent sur les crêtes. Donc l'orage, il a commencé à... il est arrivé à 11 h, donc il est arrivé quand nous, on était encore dans la montée. On était déjà sur la partie très technique du terrain. En fait, dès le début, c'était très technique, mais on était déjà sur les grosses montées, sur les gros cailloux, les grosses pierres qui glissaient et tout. Et en fait, le premier orage, il a passé quand on était arrivé au tout début, qu'on est arrivé sur les crêtes. Et après, on a eu un deuxième orage qui lui a duré vraiment plus longtemps, entre 3 et 4 heures, je crois. Donc là, on s'est bouffé entre 3 et 4 heures d'orage, en plus de notre orage qui avait duré 2 heures avant. Donc sur une journée, ça fait beaucoup d'orage. C'était pas une étape agréable, je l'ai trouvée très violente. Mentalement, en tout cas, c'était pas facile, c'était dangereux. J'ai trouvé que les terrains étaient glissants, on s'est retrouvé à escalader des cascades. Et en fait, c'était un passage normalement à escalader. Euh, et avec la pluie, la grêle, etc. La grêle qui continuait à tomber quand on devait le passer d'ailleurs, en fait, c'était devenu une cascade. Et à ce niveau-là, on est resté bloqué pendant un petit quart d'heure à se dire bah, est-ce qu'on passe pas. On était avec un groupe de deux personnes, deux mecs qui nous disaient nous on passe pas, c'est trop dangereux, on va attendre que l'orage passe. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on était tous tétanisés par le froid, on tremblait de froid, etc. Et on s'est dit là, il faut qu'on avance quoi. Donc à ce moment-là, au moment où j'ai décidé que je voulais quand même passer la cascade en me disant bon bah tant pis,
Là, de toute façon, j'étais en mode survie, il faut avancer. Je me disais, il faut y aller, quoi. Il faut qu'on arrive au refuge avant la tombée de la nuit. Et à ce moment-là, en fait, il y a un monsieur qui, lui, avait réussi à passer juste avant. Il est revenu nous aider en nous conseillant, en fait. Il était au-dessus de Nathan, c'était lui qui avançait devant moi. Et il lui prenait ses bâtons, il lui disait où poser ses mains, où poser son pied, etc. Et moi, derrière moi, j'avais un autre monsieur qui, lui, soulevait un petit peu le poids de mon sac pour m'aider à ne pas me déséquilibrer, à pas glisser, etc. Donc, sur ce passage très technique, ça m'a énormément aidé. Et voilà quoi, l'étape 2 était difficile, était vraiment difficile et je vais le redire encore, mais c'était super violent comme démarrage de GR20 parce que ça fait même pas 2 jours que t'es là et tu te bouffes un orage et je me souviens que j'avais juste envie d'arrêter à ce moment-là et je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement pas dans ma zone de confort, mais j'y étais pas du tout quoi, que je me disais mais je vais mourir ici, je vais mourir sous la foudre. Enfin voilà quoi. Nathan, lui, ce qui le saoulait le plus, c'est le fait que toutes nos affaires étaient trempées, donc le soir on a dormi dans un duvet trempé, enfin tout était trempé quoi, donc bah, on a très peu dormi et très mal dormi. Et, euh, et voilà, donc ce jour-là, on a réussi à arriver à 20h au refuge. On est passé devant un monsieur qui s'était fait une clavicule, pété une dent, enfin voilà, il était tombé à cause de l'orage. On n'avait pas pu appeler les secours parce que on n'avait pas de réseau à ce moment-là, donc il fallait qu'on rentre vite au refuge pour pouvoir appeler les secours. Donc même quand il pleuvait plus et que l'orage était passé, bah, c'était un peu la course pour arriver au refuge assez rapidement pour que l'hélico puisse venir le chercher avant qu'il y ait un nouvel orage ou autre quoi. Suite à notre passage d'ailleurs sur cette étape, elle a été fermée en fait parce qu'ils estimaient qu'elle était trop dangereuse pour un temps orageux comme ça. Les rivières avaient monté, ça avait créé des gros torrents et en fait pour passer c'était quasiment impossible quoi. Nous on s'est retrouvés à je sais pas 500 mètres du refuge, on était quasiment arrivés et là faut traverser un torrent avec beaucoup de courant et tout. Donc voilà, ça a pas mal rajouté de difficultés en fait cet orage et c'est ce qui a fait que moi aujourd'hui je trouve que cette étape entre Ortu et Kaozu est la plus dure pour moi, a été la plus dure et la plus difficilement vécue du GR. Le lendemain du coup on s'est posé parce qu'on voulait pas repartir dès le lendemain, on avait besoin de faire sécher nos affaires et mentalement on avait le mental à plat, on était arrivé bah, à 20h, à 20h on n'a pas mangé quoi, on n'avait rien mangé de la journée, on avait 3 barres dans le ventre. Donc l'idée c'était de se poser et puis comme un nouvel orage était annoncé dès 11h en fait le lendemain, on s'est dit non, on n'y va pas et on est reparti le surlendemain. Donc l'étape 3, c'était pour nous entre Karozu et Asku. Donc cette étape en fait, c'est la petite sœur de l'étape précédente, c'est-à-dire qu'en fait, elle est tout aussi technique. Elle est très belle, on passe par des cascades et tout, ça offre une vue incroyable sur la baie de Calvi. D'ailleurs, je me souviens qu'on était dégoûtés de voir encore la baie de Calvi au bout de 3 jours de marche parce que bah, on se disait, mais quand est-ce qu'on va arrêter de la voir? On veut avancer en fait, nous, on veut plus voir la baie de Calvi, mais c'était magnifique. Et par contre, à la différence de l'étape précédente, c'est qu'elle était complètement sécurisée. Donc il y avait des chaînes pour les passages d'escalade, etc. On pouvait s'aider de ses bras, etc. Il y a eu un passage très chaud. Et pareil, après une grosse descente jusqu'à Ascou. Et là, on arrive du coup dans une grosse station de ski avec douche chaude et tout. Donc le luxe, quoi. Et on avait même pu se manger un américain le soir. Donc c'était top. Franchement, l'étape 3, je crois que c'est une de mes plus belles étapes, quoi. Le jour qui a suivi, du coup, c'est l'étape qui nous amène jusqu'à Tigjetu. Donc auparavant, l'ancien tracé du GR nous faisait passer par le cirque de la solitude. Mais aujourd'hui, le cirque de la solitude, suite aux nombreux accidents qui ont eu lieu pendant un orage, en fait, ils ont interdit l'accès. Du coup, maintenant, il n'y a plus du tout de chaîne, c'est plus du tout aménagé pour, donc on ne passe pas. Et le nouveau tracé, en fait, est plus long et plus dur. Donc c'est une étape qui comprend, on a 1200 mètres de dénivelé positif et 1150 mètres de dénivelé négatif, si je me rappelle bien. Et c'est de la technique, c'est full escalade, c'est que dans la caillasse, ou alors c'est la traversée du col enneigé pour terminer, et c'est une descente sur des éboulis de pierre, puis ensuite de la grosse caillasse pour rejoindre le refuge de Tigjetu. Donc cette étape, elle est magnifique, enfin franchement, c'est une des plus belles étapes, tout simplement parce que c'est des paysages alpins, quoi. Enfin, c'est trop beau, on voit le col enneigé se rapprocher, mais par contre, c'est super dur. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt dur physiquement et très dur mentalement parce que j'ai trouvé assez dangereuse comme étape. Il faut être concentré constamment. Bah, c'était un peu comme la veille, mais en beaucoup plus long et plus difficile parce que bah, c'est des terrains très pentus, même quand tu marches sur des éboulis de pierre, des toutes petites pierres.
en fait, tu poses le pied par terre, mais c'est tellement pentu et ça bouge tellement qu'en fait ton pied il recule. Donc en fait, c'est épuisant musculairement, t'es tout le temps obligé de refaire un effort supplémentaire. Et pour arriver au sommet, bah, c'est de la neige, donc c'est des passages avec les crampons, donc il faut faire très attention, tu glisses souvent, enfin, il faut faire en sorte de pas glisser, etc. Moi, j'ai glissé sur 2-3 mètres sur cette étape, j'ai eu la chance d'être rattrapée par des Allemands derrière moi, mais sinon, je pouvais partir loin, quoi. Donc quand tu arrives en haut, tu as une vue qui est incroyable. Et la descente, elle est plutôt difficile, ouais, parce que bah, tu sais pas quand est-ce que. Enfin, c'est long en fait pour arriver, quoi. Et puis c'est assez épuisant. Et à ce moment-là, moi je sais que je commençais à avoir mon intoxication alimentaire. Donc je gardais pas grand-chose. J'étais dérangée de l'estomac, j'étais fatiguée et tout. Donc c'était assez difficile pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont trouvé l'étape 2 et l'étape 3 beaucoup plus difficiles que l'étape 4 par exemple. Donc c'est assez subjectif. Mais l'étape 4, en termes de dénivelé, etc., et de technicité, c'est quand même la plus grosse étape. Pour les étapes qui ont suivi, c'est des étapes qui sont quand même moins techniques. L'autre étape qui a été très technique, c'est celle qui passe par la brèche de Capitello, direction Petra Piana, il me semble. Et en fait, cette étape, c'est une grosse montée, escalade jusqu'à la brèche. Ce jour-là, Nathan était mais mort. Enfin, il était pas bien du tout, quoi. Il avançait pas. Je me souviens que sur les crêtes, il titubait un peu. C'était vraiment pas facile à gérer parce que du coup moi, ce jour-là, j'étais en forme et, enfin, en tout cas, j'avais bien récupéré de mon intoxication alimentaire. J'étais vraiment bien au niveau des jambes et j'aurais voulu qu'on puisse plus profiter, mais malheureusement, bah, ce jour-là, c'était lui qui était pas bien, donc on a dû plus prendre le temps, etc. On a pris pas mal de coups de soleil. Donc il a fait super chaud, quoi. Ce jour-là, c'était un peu la difficulté, je crois que c'était la chaleur. On était complètement exposés sur les crêtes en continu. C'était plutôt technique, mais ça passait, quoi. Sinon, dans le nord, on a quand même eu des étapes un peu différentes qui passaient un petit peu en forêt. Donc là, c'était cool parce que ça faisait un peu varier les plaisirs. Je pense par exemple à l'étape entre Chutolu et Manganou qui passe par le lac de Nino. Donc celle-là, elle est super belle et elle est plutôt longue. Elle est plus roulante dans le sens où il y a moins de caillasses. Il y a quand même un petit peu de dénivelé, mais elle est surtout très longue en fait en termes de kilomètres. Une autre étape qui est sympa comme ça et que je regrette pas d'avoir faite, celle-ci, c'est celle qui va à Londa, il me semble. Oui, c'est celle qui fait Petra Piana Londa. Cette étape qui va de Petra Piana à Londa, il y a une variante qui permet de passer sur les crêtes. Et en fait, tous nos potes qui ont pris la variante ont pas mal regretté de l'avoir prise parce qu'elle était assez difficile, qu'ils étaient fatigués, qu'ils en pouvaient plus et tout. Enfin, tout le monde nous a dit, bah au final, enfin, c'était difficile, on a un peu regretté et c'était sur les crêtes, un peu comme on a l'habitude de voir, quoi. Et nous, ce jour-là, du coup, on est passé par la bergerie de Tola et tout. On s'est arrêté pour manger une quiche, on s'est baigné, on a rencontré d'autres gens, un groupe de kinés qui se baignaient et on a pris un verre avec eux et tout. Enfin, c'était juste trop cool. Et en fait, cette étape, elle nous a mais ressourcés, quoi. Elle nous a remis d'attaque pour la fin du Nord et pour le début du Sud. Donc franchement, je regrette pas du tout. C'était vraiment une après-midi baignade, essayer de manger des choses différentes. Déjà, on a pu manger une part de quiche et ça, c'est incroyable. C'est incroyable sur le Gervin et ça m'a vraiment trop refait, quoi. Du coup, après cette étape pour arriver à Londa, on a fait l'étape jusqu'à Witzhaven donc pour clôturer le nord. Donc, grosse descente dans la caillasse. Donc, il n'y a pas de doute, on était toujours dans le nord. Mais quand même des petits passages ombragés avant d'arriver à la cascade des Anglais. Donc là, c'était trop beau, mais il y avait trop de touristes. C'est un peu ça que je regrette, c'est le fait qu'il y ait quand même eu des passages avec beaucoup de touristes. Et on passait pas sur la route à cet endroit-là, mais aux Aiguilles de Bavela, par exemple, on passait sur la route et c'est un peu dommage. Mais c'était trop agréable, on a pu se baigner. Ce jour-là, il faisait chaud et c'est là où on est arrivé à Witzhaven, donc il y avait une vraie épicerie. Le soir, on s'est fait des pâtes carbo et tout. Enfin, ça changeait un petit peu des pâtes sauce tomate qu'on avait l'habitude de manger, quoi. Et les emplacements tentes étaient nickel. Enfin, c'était comme un vrai terrain de camping. Donc il n'y avait pas d'histoire de on dormait penché ou autre. Donc c'était vraiment confortable, quoi. Enfin, c'était top de pouvoir couper un petit peu avec la haute montagne et redescendre un peu à basse altitude. Et après, les jours qui ont suivi, donc on était dans le sud. Donc on est allé à Capanel. Si je me rappelle bien, Capanel, c'était aussi beaucoup de sentiers de forêt. Il me semble que cette étape avait rien d'extraordinaire. On était pas mal à avoir été déçus parce que c'était principalement des sentiers de forêt et on n'avait pas trouvé ça hyper grandiose en fait.
Mais par contre, l'étape qui a suivi, direction Prati, elle a vraiment été mais trop belle. Celle-ci, on est retourné un peu sur les crêtes. Il y avait un petit peu de vent, mais c'était magnifique. Et l'étape d'après, il me semble que c'est celle qui va à Uchiolu. Et celle-ci, elle était très très venteuse et elle était magnifique aussi. Elle ressemblait beaucoup à celle de la veille. Et franchement, là, ces deux étapes, j'ai des trop bons souvenirs. Et pour le coup, on était quand même un petit peu sur les crêtes. Enfin, oui, on était sur les crêtes. Il y avait encore des petits passages techniques et pourtant, on était dans le sud. C'est juste qu'on avait quand même des petits passages sentiers, des passages dans la forêt, etc. Donc contrairement au nord, on n'était pas constamment sur les crêtes en mode escalade. Et ensuite, après être arrivé à Ushulu, on a décidé de prendre l'ancien tracé du GR pour passer par le Monte Inchuline. Donc le Monte Inchuline, c'est le point le plus haut de Corse du Sud, c'est 2134 mètres, donc beaucoup plus bas qu'en Corse du Nord parce que Corse du Nord, on est à 2706 mètres, il me semble. Mais c'était quand même assez joli tout le long de la randonnée. Le seul hic, c'est qu'on est arrivé en haut, il y avait un gros brouillard, donc on n'a pas vu la vue qui était soi-disant un super panorama où t'avais la vue jusqu'en Corse du Nord, il me semble qu'on nous disait ça. Donc on n'a pas eu cette chance. Mais sinon, la rando était sympa, mais quand même longue. Physiquement, c'était pas simple non plus. Enfin voilà quoi, plus roulante et assez longue, mais super jolie aussi. Enfin, si j'oublie pas d'étape, l'avant-veille, pour aller jusqu'à Ipaliri, on a pris la variante par les aiguilles de Bavella. Donc ça, c'est vraiment l'étape que je regrette pas du tout. Enfin, cette variante, je la regrette pas du tout. On hésitait un petit peu parce que c'était les derniers jours. On dormait très mal parce que la nuit, ça faisait plusieurs nuits qu'il y avait beaucoup de vent et qu'on était réveillés par le vent. Et voilà, on dormait très mal, quoi. Et on dormait pas beaucoup. Nathan était fatigué. Et du coup, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait cette variante, etc. Et en fait, bon, voilà, tout le monde nous a dit par rapport au nord, en fait, cette étape, oui, elle est technique, mais elle ne le sera jamais autant que ce que vous avez vécu dans le nord. En fait, on avait juste l'appréhension de se retrouver comme sur l'étape 4 en fait, du nord et on n'avait pas envie de. Enfin, on se sentait pas. On n'avait pas l'énergie en fait de refaire une étape aussi difficile au bout de 15 jours de rando. Donc on s'est dit, on va poser la question et finalement, bah, tout le monde nous a rassurés en nous disant, mais en vrai, cette étape, elle est trop belle, quoi. Si tu veux voir quelque chose, il faut la faire et elle vaut le coup quoi. Et en fait, niveau technicité, bah ça allait de ouf. Il y avait un passage à la corde qui était technique, mais rien de dangereux. Enfin, voilà quoi, t'avais 10 mètres à monter à la corde, mais t'avais quand même des petites prises avec les pieds et tout, et au final, bah tout s'est très bien passé, donc voilà. Et ensuite, on arrive, une fois qu'on a passé les aiguilles de Bavella, on a pu manger, on a pu se faire un resto et tout. Mais voilà, c'est la partie que je regrette un peu, c'est que là, il y avait pas mal de touristes, plein de voitures et tout. Et j'ai trouvé ça aussi un peu violent comme retour à la réalité. Les touristes qui se klaxonnent dessus et tout. Toi, tu marches sur la route, tu fais juste le GR20. Et bah, t'es un peu extérieur à tout ça depuis une dizaine de jours. T'as pas vu grand monde à part juste des randonneurs et des animaux, quoi. Donc ça, c'était un retour un peu brutal à la réalité. Et puis après, bah, dernier jour, Ipaliri jusqu'à Konka, que de la descente. Pareil, on s'est arrêté à un coin d'eau avec des amis pour retrouver des amis, pour se baigner et tout. On visait la navette de 11 h, donc on est parti assez tôt. Il me semble que ce jour-là, on est parti à 5 h du matin. On s'était levé à 4 h et tout, mais on voulait la navette de 11 h pour manger au resto avec tout le monde. Enfin, tous les potes qu'on s'était fait sur le GR, quoi. Et du coup, bah voilà, c'est ce qu'on a fait. On a fait notre petite descente, on a passé les portes de la délivrance, et puis on est arrivé à Conca, on a marché jusqu'au bar, et puis on a pris la navette, et on a rejoint Porto Vec, et ensuite on s'est bouffé un bon burger tous ensemble et tout. Et franchement, ben, un de mes meilleurs souvenirs ce GR, hein. Même la partie sud, je m'en rappellerai sûrement un peu moins que la partie nord, parce qu'elle m'a moins marquée, parce que enfin, je pense que j'ai ressenti beaucoup moins d'émotions à faire la partie sud qu'à faire la partie nord, mais franchement, je pense qu'il y a des étapes de la partie nord, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a des passages techniques que je me sentais pas du tout capable de faire et que j'ai réussi. Et je pense que c'est grâce un peu à tout le monde qu'on a rencontré aussi sur le GR. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, si je devais refaire le GR20, ce serait pas du tout comme je l'ai fait. C'est-à-dire pas avec mon sac de 13-14 kilos et tout, pour en avoir parlé avec mon kiné et tout, qui lui l'a fait plusieurs fois, une fois en 10 jours, une fois en 5 jours, enfin voilà, il l'avait fait en courant aux dernières nouvelles. En fait, le sac à dos, ça rajoute pas mal de difficultés, donc tout ce que je vous dis sur, voilà, c'était technique, c'était difficile techniquement pour telle et telle raison, en fait, je pense que cet avis, il est quand même un peu biaisé par le fait que le sac rajoute quand même de la difficulté technique.
C'est-à-dire que quand tu marches sur de la caillasse avec 14 kilos en plus, et en plus moi il y avait le fait que j'avais eu récemment une entorse, donc je devais quand même faire attention à ma cheville, parce que si ma cheville retournait, bah c'était Julia rentre à Paris quoi. Il y a ce côté où ça rajoute quand même pas mal de difficultés et d'appréhension. Après physiquement c'est pas du tout impossible. Ce qui est difficile, c'est de pas se ramener des tendinites aux genoux et tout, et c'était pas le but, parce que forcément, à la fin des grosses journées, bah, on avait des douleurs aux genoux. Quand je me souviens à Asco, descendre des escaliers, on marchait tous en canard, quoi, on avait tous hyper mal aux genoux, même après tic j'ai tout. Enfin voilà, on s'est traîné quand même des petites douleurs aux genoux, enfin des bonnes douleurs aux genoux qu'on avait à la fin des randos. Et en fait, bah, le lendemain, ça passait parce qu'au bout d'un moment, son corps il s'habitue et tout. Donc voilà, ça fait bien bosser les tendons, ça fait un peu mal, ça fait quand même un peu mal aux genoux, et pourtant j'ai fait pas mal de renfos spécifiques et tout. Enfin, on a fait un peu tout ce qu'il faut pour éviter les blessures, mais malgré tout, ça reste un effort bah, inhabituel. Je veux dire, aujourd'hui, qui va faire des randonnées, qui va faire des treks de 3 4 jours avec un poids de 15 kilos sur le dos? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faudrait faire pour être vraiment prêt sur le GR20. Il faudrait s'habituer, habituer son corps à la randonnée et à des efforts comme ça, mais on sait tous que c'est pas possible quand on travaille enfin, quand on vit en Ile-de-France, et en plus quand on travaille toute la journée. Donc, à moins de le faire sur des petits week-ends, ça c'est ce que je conseillerais, c'est partir avec son sac à dos dans les Alpes, dans le Jura, et d'essayer de se faire des petits week-ends randonnée, et avec pas mal de dénivelé, en condition, en fait, ça permettrait de tester le matos et tout. Donc voilà, donc super expérience, j'ai rencontré des gens trop cool. Franchement, tout le monde était sympa, tout le monde était là pour t'aider, tout le monde était humble, voilà, il y avait pas de compétition, moi je le fais en 10 jours, moi je le fais en 8 jours, toi tu le fais en 16 jours, en fait on s'en foutait, l'idée c'était juste d'être ensemble. On a rencontré du coup pas mal de personnes bah, qui doublaient toutes les étapes. Un mec un alpiniste qui lui escaladait des cascades de glace, et bah, il était complètement humble. Enfin voilà, on a pu marcher les 3 quarts d'une étape avec lui. Lui, on savait il allait doubler ses étapes, et puis voilà, tu peux discuter avec tout le monde et personne n'a la grosse tête, et ça c'est super aussi. Donc voilà, donc je pense que ma prochaine étape, si je dois retourner en Corse, ce sera pas pour aller à la plage encore, ce sera sûrement pour essayer de me faire le GR en mode trail running, avec des personnes qui me ravitaillent. Il faudrait que je trouve des gens qui seraient chauds, mais pas porter le sac à dos, et voir ce que ça donne quand tu cours en fait, parce que forcément tu cours pas sur le terrain. Agnès Rousset, elle l'explique bien dans son docu. Agnès Rousset, c'est la personne qui a le record en fait du GR20 féminin, donc elle le fait en 35h50, et c'est incroyable comme chrono. Mais voilà, elle le dit bien, elle dit pendant 70% du temps, en fait, tu marches, mais tu marches très vite. Et dès que c'est du sentier, dès que tu arrives un peu dans le sud ou sur des terrains plus roulants, bah, c'est là que tu cours. Mais en fait, l'idée, c'est de passer très très vite sur les passages techniques. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien faire ça. Et puis bah, je sais pas trop quand, si c'est un futur proche, un futur lointain, mais ça me tenterait bien, et parce que j'en garde un super souvenir, et j'ai envie de revoir tous ces beaux paysages, quoi. J'espère que tout ça, ça va vous aider, et que ça va vous donner envie de le faire aussi, mais surtout de vous préparer, de pas y aller à l'aveugle, de faire assez de proprioception, assez de renfo, faire travailler votre système cardiovasculaire et tout. De toute façon, tout ça, c'est bon pour la santé, ce sera toujours bon à prendre. Même si même si vous avez l'impression de perdre votre temps, bah en fait un peu de renforcement musculaire ça fait jamais mal. Et voilà, juste kiffer, et puis j'espère que vous vous taperez pas un orage comme on a pu se prendre sur l'étape 2, parce que ça c'est un peu l'envers du décor, la partie difficile. Faut essayer d'y aller en période où il y a moins d'orage, et quand les gars du refuge ils disent bah faut partir tôt, bah faut partir tôt. Donc faut partir à 5h comme ils te disent quoi. Faut se méfier de l'orage. Parce que la météo elle est hyper changeante en montagne, et ça franchement je me suis vraiment rendu compte qu'en 2 minutes il fait super beau, d'un coup t'as un gros brouillard qui arrive et c'est l'orage qui débarque, et là t'es au milieu des crêtes et c'est fini quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et tchuss!